Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce tout nouveau débrief. Donc aujourd'hui, moi je suis en compagnie de Paul. Salut Paul, comment ça va? Bah écoute, ça va impeccable. Salut Enzo, salut Simon. Comment ça va Simon? Bah salut, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, impatient de débriefer de ce match parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à dire. Oui, effectivement, donc ce débrief de La Rochelle-Clermont, donc nos Maritimes l'ont remporté 20-15 samedi, donc c'était un match très tendu, très engagé surtout, on aura l'occasion d'y revenir. Mais avant tout, je tiens à vous souhaiter, enfin et on tient à vous souhaiter toute la rédaction de très bonnes fêtes voilà, de fin d'année. En tout cas, ça a été un plaisir pour nous parce qu'on est apparu depuis septembre, mais on voit que vous êtes au rendez-vous, donc ça fait extrêmement plaisir et voilà, on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, plein de bonnes choses également pour 2025. Bah, sans plus tarder, on va démarrer ce petit débrief. Donc Simon, pour commencer, toi, ton avis sur le match, donc avec un petit peu de recul du coup. Avec un petit peu de recul, c'est un match un petit peu comme on a l'habitude de voir en top 14 du côté de La Rochelle. Un petit peu la même copie qu'il y a eu contre Vannes, même un petit peu mieux quand même, mais on joue encore qu'une mi-temps, à savoir la première. Mais j'étais assez mécontent de l'indiscipline. Après, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, mais moi, l'équipe de Clermont m'a beaucoup déçu, notamment de par leur attitude que j'ai pas que j'ai pas bien aimé. C'est pas le Ouais, Clermont ça, d'il y a quelques années qui était entre peut-être un petit peu d'élégance du côté de Clermontois il y a quelques années dans leur jeu, etc. Mais surtout dans leur état d'esprit. Et là, l'état d'esprit a vraiment changé. Donc ouais, c'est un petit peu un petit coup de gueule au niveau de cette équipe. ouais, moi je te rejoins, c'est vrai que ça avait été annoncé clairement en conférence de presse hein, par Seit, notamment le numéro Hmm. 5, à Montois, que il venait là pour nous faire la guerre en fait, hein, très clairement, et notamment face à son vis-à-vis Skelton. On a vu que ça a été un gros combat du Ouais, début ça, à la fin, les deux, ça a été insupportable, en vrai, faut dire la vérité, hein, c'était que dans les rucks, ça se battait tout le temps, donc moi c'est vrai que j'ai pas apprécié aussi l'attitude de Clermont, c'est-à-dire que je pensais qu'ils allaient jouer au ballon davantage, en fait non, même Urios disait après le match qu'ils ont voulu faire la loi en fait en première mi-temps et pas jouer, ils ont oublié le rugby, clairement, donc j'ai trouvé ça problématique et j'ai pas compris leur intention de jeu très clairement, enfin il y en avait pas même au début pour moi. Donc voilà, Paul, toi je sais pas aussi ton ressenti vis-à-vis de ça? bah, sur le match, de toute façon, il est globalement un peu le même que toi et Simon. On a joué qu'une mi-temps sur deux. C'est quand même une mauvaise habitude qu'on a, notamment. Simon a parlé du match contre Vannes, mais Vannes, on l'a perdu. Mais donc, du coup, on pourrait aussi parler du match contre Bordeaux, qu'on avait gagné aussi ric-rac, alors qu'il y avait eu carton jaune, ou carton rouge, même, je crois, pour Moefana. Donc ouais non, ça commence à devenir un peu inquiétant parce que même si Clermont monte clairement en puissance cette saison, c'est pas non plus le grand Clermont des années précédentes. Enfin, je parle il y a 5 de 2017 par exemple, mais contre des plus grosses cylindrées. Moi je pense directement donc forcément à Toulouse ou à l'UBB. Ou même à Toulon. Toulon qui fait une très bonne saison pour l'instant, ça passera pas. Donc toujours, en fait, c'est usant parce qu'on a l'impression de toujours revenir un peu aux mêmes analyses et aux mêmes conclusions à chaque Ouais, match de top 14. Oui. toujours la même Hmm. chose, c'est vrai. Et, et en fait, c'est lassant. Et on comprend pas parce que si on jouait en top 14 comme on jouait en Coupe d'Europe, mais la vie serait tellement belle sur le port de La Rochelle que vraiment c'est là qu'on voit que c'est pas vraiment du tout la même motivation et que je sais pas, peut-être que Rodg il met trop d'importance sur la Coupe d'Europe et il en oublie ses discours de motivation sur le top 14, je sais pas, ou il veut se Et moi, réveiller que pour les phases finales. Il y a j'ai un peut-être peu le mode, l'impression ouais, il y a peut-être le mode à de l'heure, compétition aussi. Là où ouais. on sera plus, c'est plus un marathon le top 14 où il faut toujours être dans le bon wagon, etc. Toujours être accroché et tout en gérant les résultats, etc. Donc comme à l'inverse de la Coupe d'Europe où maintenant depuis quelques années c'est du sprint quoi, c'est-à-dire si tu Faire te un match plantes qu'on sur aura. un match, bah c'est quasiment fini quoi, ton parcours il sera semé d'embûches comme nous la saison passée. Où on s'est arrêté en quart, mais on a eu que des matchs à l'extérieur. Et on sait combien c'est important donc les matchs à domicile, donc c'est pour surtout en phase finale. Et donc c'est pour ça qu'il y a un surplus de motivation pour la Coupe d'Europe quoi.
Moi après, pour être honnête, je trouve que la Coupe d'Europe, alors je sais pas si c'est un leurre, mais c'est-à-dire que oui, il y a plus de motivation, c'est vrai. Bon, on sait ô combien le staff, l'équipe y attache vraiment beaucoup d'importance, mais je trouve que malgré ça, en vrai, ça reste compliqué quand même. La Coupe d'Europe, je sais pas si on ira très loin non plus, donc faudra voir, mais enfin, concernant le top 14, je trouve que on a moins de motivation. Enfin, encore là, je suis désolé, mais ce match-là, on doit tellement mieux le maîtriser. Enfin, je veux dire, quand on voit la seconde mi-temps qu'on fait, on les laisse revenir en fait, hein, et peu de choses, à quelques points de nous, quelques longueurs. On a un bonus défensif qui va compter en fin de saison. Hein. Et ils étaient venus juste pour un point, clairement. Hein. On leur donne, alors qu'en vrai, ce match-là, on doit le gagner, mais beaucoup plus largement et confortablement. Et puis même, voilà, on aura l'occasion d'y revenir aussi, hein, mais je pense au secteur de la mêlée, hein, on est beaucoup moins conquérant. Ouais. Que ce qui était l'un de nos points forts, enfin notre point fort même tout court ces dernières saisons, n'est plus, j'ai envie de dire. J'ai le sentiment qu'on se fait bouger, que ce soit dans les mêlées, dans les rucks aussi, c'est compliqué. Et pour le coup, on a été vraiment challengé sur ces secteurs-là. Donc, je pense qu'il y a aussi un truc qu'il faut se dire tout simplement, c'est qu'on a du mal à redescendre sur Terre parce qu'on a vécu tellement des belles saisons, mais il faut qu'on se dise que maintenant on est redevenu mid, en fait, qu'on est redevenu une équipe de top 6, top 8, et qu'on n'est plus, on n'est plus en capacité de jouer au tableau comme... Enfin, moi je m'en souviens, la saison 2023, pour moi, on est supérieur à Toulouse, on est l'équipe du top 14, quoi. Maintenant, on fait partie du peloton. Ok, on est toujours bien placé dans les phases finales. Enfin, ouais. pour les phases finales, mais on fait plus partie des acteurs principaux, quoi. Après, je suis moyennement d'accord, moi, parce que tu vois, pareil, oui. la saison dernière, tu vois en fait, on sait qu'on se réveille toujours au mois de mars-avril, nous, tu vois. Oui. C'est l'odeur du sang, c'est l'odeur des phases finales. C'est ce que je disais, en fait, ce groupe, il a tellement d'expérience, il a tellement gagné. Du coup, ils s'en foutent, en fait. Limite, ils s'en foutent de la phase régulière. Eux, ils vont faire en sorte d'être dans le top 6. Un match de plus, ils s'en foutent. S'il faut, on ira à Toulon, on ira les taper chez eux. Bon, on va dire, avec la chance qu'on a, on va se taper Toulouse en demi. Mais bon, ça, c'est comme ça. Mais c'est sûr, les 3 derniers matchs, on va retrouver un niveau de fou, mais c'est sûr. Je sens bien beau comme une maison. Ouais, parce que l'effectif n'a pas changé depuis maintenant 2 saisons. C'est les mêmes joueurs, le même staff. Tout ce que on peut dire sur le staff, la façon de jouer, machin et tout. Oui, il faut se renouveler parce que le jeu du Stade Rochelais est maintenant devenu aussi lisible que sur du papier à musique, quoi. Voilà. Quand le Stade Rochelais n'est pas bien, tu vises un petit peu Skelton, t'essayes un petit peu de le brancher, tu sais qu'il peut rapidement disjoncter si il est pas dans un bon jour comme il a été samedi. À sa décharge, j'ouvre une parenthèse. À sa décharge, quand t'enchaînes 3 fois 80 minutes avec son gabarit, avec son âge, même s'il a que 32, mais il a le gabarit quand même, etc. Il fait quand même plus de 130 kilos. Il a des petits pépins, etc. de temps en temps, des petits pépins physiques. Donc bon, craquer de temps en temps, ça peut se comprendre. Voilà. Mais après, il faut quand même qu'il reste maître de ses émotions, parce qu'il est quand même international australien. Voilà, il a toute l'expérience, donc il faut quand même qu'il reste maître de ses émotions. Mais après, moi, là où j'ai peur, c'est sur les matchs de phase finale, en fait. Je me dis, s'il avait fait ça sur un match de phase finale, admettons, ça aurait été Toulouse en face. Wardy, hein. Wardy la saison passée. Voilà, en fait, Skelton a des gestes par moment qui peuvent être problématiques, en fait. Là, pour moi, honnêtement, hein, en étant objectif, je trouve que c'est un miracle qu'il ait pas pris un carton, sincèrement. Oui. Que ce soit rouge, c'est un miracle. C'est un miracle qu'il ait fait, qu'il était encore sur le terrain à la 65e. Et encore, on verra la commission de discipline. Hein. Oui. Parce que je pense, à la commission de discipline, je pense qu'il y aura des appelés côté Rochelais et aussi côté Clermontois. Hein.
Oui, parce que ça, Voilà. on va y revenir, messieurs, après sur l'arbitrage, hein, un petit peu plus tard. Mais déjà, je voulais vous demander, vous, quel a été alors le joueur que vous ressortiriez de ce match ou secteur, potentiel? Paul, d'abord pour commencer. Pour commencer, bah, moi, je vais si en parlant de secteur, je vais ressortir la défense, hein, parce que encore une fois, on a quand même été assez conquérant en défense. On a bien, surtout en deuxième mi-temps où on a arrêté de jouer, donc forcément on a fait plus défendre que d'attaquer et donc on a quand même bien contenu les vagues, clermontoises. Je pense surtout, après le carton jaune de Teddy Thomas où on s'est quand même retrouvé vachement, dans la panade et on a bien relevé la tête. Après si je devais, retenir une individualité, comme depuis quelques matchs, je vais quand même retenir le rebond d'Aldrit qui devient quand même beaucoup plus, comment dire? Épais et qui retrouve un vrai niveau. Bon, c'est pas encore le prime qu'on a pu connaître, 2020-2023, mais voilà, ballon porté, passe après contact, plaquage. Alors j'ai pas la stat exacte de ses plaquages, mais il a encore été énorme en défense. Enfin voilà, je l'avais bah, dans le débrief, c'est lui, que j'avais mis à mon top, je Bah, c'est ne lui change qui pas d'avis. Donc, celui qui a le plus de courses avec ballon, oui, Aldrit, oui, ouais. 17 courses, donc Donc il a fait 61 mètres ou 63 mètres, ouais, ballon en main. Enfin, c'est assez énorme franchement et donc voilà un peu mon avis. Et au très niveau des bien et toi? plaquages, c'est Ultan Dylan qui a fait le plus de plaquages avec 17 plaquages. Ouais. Exactement. Lui, c'est un vrai soldat de l'ombre, hein. On n'en parle pas beaucoup, mais quand il est là, il fait Oui. beaucoup de bien, quand même. Mm. Et toi, Simon, du coup, de ton côté, si tu avais un secteur ou un joueur que tu as particulièrement apprécié contre Clermont? Bah disons que il y a pour moi deux joueurs qui commencent à émerger du côté du jeu du Stade Rochelais. C'est ces deux confirmations, Yaya West et aussi Uji Seuteni, qu'on voit de plus en plus au sein de l'attaque rochelaise. Et qui a fait une merveille de passe après contact pour Teddy Thomas pour le mettre en orbite, pardon. Et ensuite, Yaya West qui faisait sa 5e titularisation consécutive, qui a assuré en Coupe d'Europe, malgré quelques petites erreurs dans le jeu, hein, avec notamment, je crois, une passe interceptée du côté lors du match contre Bristol. Ouais, Mais on l'attendait au pied, il a répondu présent. Il a aussi répondu présent dans le jeu avec aussi des passes au pied. Chose qui a peut-être un petit peu manqué contre Clermont. Je pense qu'il aurait peut-être un petit peu plus joué au pied par moment, des coups de pied par-dessus ou des... alterner un peu, ouais. Ouais, alterner, ouais. Je pense que c'est un petit peu... Voilà, chose que je note, mais ouais, sinon ce serait ces deux joueurs-là, deux confirmations en tout cas du deux hommes en forme. Ouais, moi, je suis totalement d'accord. Tu vois, j'aurais cité pour moi la paire de centre et Seteny, même en première lance, parce que je trouve qu'il monte vraiment en puissance ces derniers temps et il est beaucoup plus visible en attaque, comme tu le disais. Et c'est lui qui est souvent au démarrage des actions, qui va dans les brèches, quoi, qui crée même les brèches et décalages, etc. Et souvent, c'est pas après contact, pardon, sont sublimes. Enfin, pour le coup, il se trompe rarement. Et pour le coup, ouais, c'est ce qui amène les Teddy Thomas derrière. En général, c'est avec les deux se trouvent très bien. Donc, franchement, c'est une complémentarité d'ailleurs super Ah, non, mais intéressante. Enfin, là, Teddy Thomas a enchaîné au centre pour la 6e fois, 6e titularisation au centre, 6e essai d'ailleurs. Mmh. Donc, plus le temps passe, plus j'ai les boules qu'ils partent à Toulouse. Parce que vraiment, ouais. j'allais dire un avenir radieux, mais bon, il fait son âge aussi, Teddy Thomas, mais il pouvait jouer 3 ans encore facilement. Ouais. On va prévoir une paire de centre pour 3 ans encore là, hein. Oui, oui, oui. Alors, mais bon, après, on aura du monde derrière, mais bon, même si c'est vrai que ça fait un peu grincer des dents qu'il aille à Toulouse, forcément, mais bon, après, c'est comme ça, malheureusement. Nos voisins toulousains ont été plus malins que nous, on va dire, mais bon, c'est Ouais, comme ça. comme dirait Kerr Barlow, le rugby c'est un business avant tout. Donc voilà, hein. Malheureusement c'est la loi du plus fort. C'est ça, exactement. Donc, c'est comme ça. Et puis, si vous deviez, enfin, est-ce qu'il y a un secteur qui vous a un peu chagriné, enfin, ou qui vous a un peu fâché, quoi, complètement, pour le coup? Ça serait lequel, toi, Simon? Un secteur, plutôt Ou un moi, joueur, hein?
peut-être que tu as trouvé en dessous, pas au niveau, Ou c'est alors possible plutôt, moi, aussi. ce serait un poste qui commence à devenir très inquiétant, notamment pour la saison prochaine. Le poste de pied droit au Stade Rochelet, qui va être... je, je pense qu'on peut dire que va falloir peut-être commencer à tirer la sonnette d'alarme sur le niveau du... pas sur les niveaux ouais, les niveaux des piliers en général. Oui, Kuntelia, il fait d'assez bons matchs, il est encore jeune, mais il n'a pas encore une assez grosse expérience comme peut avoir Georges-Henri Colombe, quoi, qui le départ va faire mais très très mal, quoi. Malheureusement, hein, c'est on voit tout de suite la différence entre lui et Sclavi, par exemple. Et sur ce match, donc ça s'est réellement vu, parce que malheureusement, les pénalités qu'on prend en mêlée, je crois qu'il y en a 3 qui sont du côté de Sclavi, et une du côté de Pinverne, mais ça après c'est peut-être plus une faute technique qu'il a fait. Mais ouais, clairement le poste de pied droit au Stade Rochelet, qui va être sans doute une des grosses faiblesses à l'avenir, puisque bon, malheureusement Winnie, on l'a peut-être prolongé, mais peut-être la prolongation de trop, j'ai envie de dire. Ça regarde que moi, mais pour moi, c'est peut-être la prolongation de trop, parce que malheureusement, c'est plus le Winnie qu'on a connu. Et ces derniers matchs sont moyens quand même. Hein. Faut se le dire. Il a 35 ans, voilà, mais on va perdre très très gros avec Georges-Henri Colombe, malheureusement. Où je pense qu'il aurait quand même vachement tenu la mêlée, quand même. Et je pense qu'on aurait eu sans doute des pénalités qui auraient été bienvenues en cette seconde mi-temps s'il aurait été là. Voilà. Et est-ce qu'il faudrait recruter du coup pour l'année prochaine à ce poste-là ou pas? À recruter, malheureusement, on n'a pas d'argent, comme dirait O'Gara. On n'a même pas pu prolonger une saison supplémentaire Taouer Carbarlo. Donc bon. Si je peux me permettre, c'est pas un problème d'argent, hein, c'est plus un problème de... Ils sont proches de leur sous, on va plus dire ça, mais je sais qu'ils font de très très belles recettes, le Stade Rochelet, depuis plusieurs saisons. C'est pas un problème d'argent, vraiment. Non, et puis... Ouais, mais après, t'as des ouais, mais c'est un club où t'as des budgets pour tout. Je prends par exemple... ils peuvent très bien agrandir le stade, par exemple, comme on a vu avec les articles, notamment qu'on a tous vus, donc l'agrandissement du stade Marcel de Flandre. Ils peuvent très bien mettre de l'argent dedans, avoir un budget de développement et ne pas avoir, par exemple, pas assez de budget justement pour recruter derrière sur le plan sportif. Après, malheureusement, c'est la politique du club, c'est comme ça. On peut malheureusement... Et quand Vas-y. Ouais, pour nos internautes, pour rappel, oui, le stade Marcel de Flandre va être agrandi de 1500 places supplémentaires avec la fermeture de 2 virages. Donc, ça sera d'ici l'été 2025. Si je 3 virages, non? 3 virages? Ah, Je crois que c'est 3 virages. 3 Ils ferment virages. les 3, sauf la Bodega, forcément, parce que c'est un endroit VIP, du coup, Oui. je regarde le match de la Bodega. Mais je crois qu'ils ferment 3 virages, ouais. Ok, bon, bah ça, en tout cas, c'est 1500 places supplémentaires, ça c'est sûr. Donc, Ça, c'est sûr, ouais. mais après, oui, je pense que pour revenir sur le cas Carbarlo aussi, on sait que bon, là c'était financier parce que c'était un des plus gros salaires du club, hein, quand même, pour rappel. C'est un salaire à 30-40 000 euros de ce qu'ils disaient par mois, donc c'est très conséquent. Et on sait, comme Nolan Le Garec arrive, international français, donc pareil, ça va être l'un des plus gros salaires du club, ça c'est indéniable. Donc aligner les deux, ça aurait été compliqué. Mais après, je pense que plutôt au poste de pied droit, c'est un choix par contre. C'est celui de Kuntelia, miser sur l'avenir, la jeunesse. On sait qu'il est encore très jeune. Bon, il doit apprendre, hein, bien sûr. Il y a le Après, potentiel aussi. je pense qu'il n'y a pas de problème, mais bon, va falloir aussi que les jeunes, forcément, élèvent un petit peu le curseur. Pinverne l'a déjà commencé à le faire depuis la saison dernière, mais c'est pas encore tout à fait au point. On le voit par moment, hein, mais bon, c'est prometteur, donc à voir. C'est un choix en tout cas du staff et du club. Audacieux, on peut dire, mais on verra si ça paiera, tout simplement. Après, j'ai assez confiance en le staff du Stade Rochelet quand même. On a vu un exemple très récent de ces dernières années où c'est un pilier gauche, hein, mais c'est Danny Priso qui était arrivé où il faisait de très 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 mauvais matchs au tout début, où il a été sorti au bout de 17 minutes par Colazo. Il a travaillé, etc. Il est revenu très très fort pour être... maintenant, il est indiscutable à Toulon.
Personnellement, je regrette qu'il soit parti. Donc voilà. Et il a été et au port de l'équipe de France, et même il a été international français, donc voilà, donc c'est une question de temps, une question de travail aussi, donc voilà, faut laisser le temps faire, et puis voilà, hein, ça va se faire. Oui. Parce qu'il faut quand même dire que ce soit poste de pilier gauche ou droit, ce sont deux postes très très techniques quand on est jeune. C'est-à-dire que, quand même, pour rappel, hein, Antonio, quand il est arrivé en 2011, maintenant, si je ne m'abuse, il perdait toutes ses mêlées en Pro D2, toutes. C'est-à-dire qu'il arrivait très jeune et c'était pas le Antonio forcément qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on sait que les piliers, ils arrivent à maturité vraiment au bout de 30 ans. Vers 30 ans, c'est là où ils commencent vraiment à performer, quoi. Ouais, 26. Bah, en gros, là, Georges-Henri Colombe, il a 26 ans, donc voilà, il commence à être dans l'âge d'or, entre guillemets, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, ça commence, quoi. Mais on sait que plus un pilier est vieux, et mieux c'est, entre guillemets, quoi. Donc, forcément, il a plus d'expérience, donc ce qui est logique. Mais c'est vrai que c'est deux postes très stratégiques, très complexes. Donc voilà. Bon, en tout cas, je pense qu'il y a un avenir prometteur, quand même, que ce soit pour Kuntelia ou pour Anvers, de ce côté-là. Ouais, au niveau du réservoir, enfin, on en a cité que deux, quoi. Alors qu'avant, en 2023, on pouvait se targuer d'avoir Antonio, Colombe et Sclavi. Et de l'autre côté, on avait en 2023, c'était qui le pilier gauche remplaçant de. C'est qui en finale 2023, les deux titulaires remplaçants? Est-ce que Sclavi joue à gauche, peut-être? Sclavi était remplaçant à gauche, et pilier gauche, et le titulaire. Wardy, hein. Ah oui, bah oui, voilà, Oui. c'est ça. Wardy, hein. Ouais, c'est ça. Mais même, je trouve que Wardy, pareil, hein, a une période un peu délicate, hein, pour le coup, hein, comme Antonio, hein. Je trouve que c'est compliqué parce que quand les deux sont en difficulté, forcément, les mêlées, on les gagne pas, on n'est pas assez conquérant. Donc ça, je trouve que c'est un secteur où il va falloir vraiment travailler dessus pour redevenir vraiment conquérant et fort dans ce secteur, quoi. Parce que là, je trouve qu'on a régressé, qu'on est devenu On est devenu mid. C'est-à-dire comme les autres packs, quoi. Je veux dire, on prend pas le dessus, quoi. Avant, ils avaient peur de jouer les mêlées, maintenant. Et maintenant, ouais, c'est vrai qu'on procure plus cet effet-là. Donc bon, on verra en tout cas sur les prochains matchs s'il y aura un peu d'amélioration là-dessus. Et donc, messieurs, dans ce match, comme vous l'avez constaté, et tout le monde l'aura vu, hein, ça a été combat et coup bas, hein, comme on avait noté en titre de notre résumé. C'est-à-dire qu'il y a eu un très très gros combat des deux côtés, beaucoup d'intensité, notamment côté clermontois, avec un certain monsieur Will Skelton, entre autres, et 3 cartons jaunes de chaque côté, distribués par monsieur Brousset. Et dont certains cartons qui ont été très très orangés et qui auraient pu faire rouge. Donc pour vous, messieurs, Simon, je vais commencer par toi. Est-ce que l'arbitrage a été à la hauteur de la rencontre et est-ce qu'il aurait pu y avoir des cartons jaunes qui auraient pu passer en carton rouge? Oui, clairement, oui. Pour le coup, l'arbitre était en carton, hein, donc sur ce match, hein. Voilà. Mais non, il a complètement été hors sol du début à la fin, que ce soit du côté clermontois que du côté rochelais, hein. L'attentat de Kremer sur West, c'est rouge tous les jours. Il n'y a aucune intention de... Ouais, voilà, il va directement à la tête et puis par-dessus le marché, il le chambre un petit peu en le tenant la tête au sol, machin et tout, mais voilà, Skelton n'est pas en reste non plus. Je pense qu'il aurait dû sortir 2 cartons jaunes à ce moment-là pour Seth et pour Skelton, ça les aurait vite calmés directement, et je pense que ça aussi aurait calmé tout le monde. Que les deux sortent sur un jaune. Pareil, laisser refuser Clermontois à un moment donné, où on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Les Clermontois, ils crient à laisser comme si c'était une évidence. J'ai pas revu à la télé, je ne sais pas si on voit le ballon ou quoi sur la ligne ou pas. Vers la fin, tu parles sur le maul là, le ballon. Oui, ouais. Oui.
Non, pour moi, c'est pas clair. Enfin, pour moi, il y a pas essai. Je trouve parce qu'en fait, Skelton, se met dans l'axe, hein, comme grand classique, et puis empêche tout simplement que les Clermontois aplatissent. Donc, non, pour moi, je trouve que ça a été bien arbitré de ce point de vue-là. Donc, non, moi, j'ai pas vu en tout cas de ballon. Enfin, c'est pas clair. Il y a pas Oui, d'image ouais, claire. ouais. C'est quoi. Donc, refuser logiquement, je dirais. Après, du coup, pour revenir sur ces histoires donc, de carton jaune qui auraient pu être rouges, honnêtement, je pense que dans le match, il aurait pu y avoir, allez, minimum 2 rouges. Oui. C'est-à-dire, nous, pour moi, en étant objectif, hein, je pense que je suis d'accord avec toi, Simon. Pour moi, il aurait dû y avoir un jaune pour Skelton minimum et 7 également. Les deux, ça aurait été très logique. Skelton, à un moment donné, alors, on voit plus tard sur un ralenti qu'en gros, il plonge au sol sur un gars, enfin sur un Clermontois, il lui envoie un espèce de coup d'épaule sévère. Enfin, si c'est revu, c'est rouge tous les jours, logiquement, voilà, en étant honnête. Et Teddy Thomas, pour moi, c'est rouge aussi. Pour moi, Oui. il n'y a pas de discussion possible. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, même si même si on est Rochelais, etc. hein, mais faut être honnête. Après, les Clermontois, pareil, hein, ils auraient pu en prendre un, voire deux. Donc, à un moment donné, pareil, sur Skelton en début de match, je sais pas si vous avez fait attention, mais il y a un joueur, quand il se relève, qui lui met un sorte de coup de poing derrière la tête, là. Enfin, je Ouais. sais pas si vous avez attention. Voilà. Ça, c'est pareil, hein, ça aurait mérité d'être vu. Voilà, donc pour moi, l'arbitre a pas été ferme déjà dès le début, donc ça a été un gros problème. Et forcément, derrière, ça n'a fait qu'envenimer les choses, et puis l'intensité a été à son paroxysme, ce qui fait qu'en fait, les joueurs étaient là clairement pour faire mal, quoi. C'est-à-dire, notamment côté Clermontois, il y avait ces intentions-là qui étaient visibles, mais à 10 000, quoi. Je pense que dans le stade, tout le monde l'a vu. Hein. Et puis nous, pareil, forcément, on a du mal à garder notre sang-froid, on le sait, notamment par Skelton, premièrement. Et voilà, pour moi, il y a eu des décisions qui ont été mauvaises, des choix qui ont été mauvais, très clairement. L'arbitre n'a pas été à la hauteur du match, c'est la stricte vérité. Et puis, je comprends les Clermontois qui sont pas contents de l'arbitrage. Après, de là à dire que, par exemple, nous, on était protégés, non, parce qu'il a été catastrophique des deux côtés de l'arbitrage. Oui. C'est mon avis. Pour moi, en fait, je vais pas passer pour un rageux à dire ça, mais le principal fautif pour moi dans l'histoire, c'est pas forcément les joueurs, c'est l'arbitre. Dans le sens où si l'arbitre il tient son match dès le début du match, il n'y a aucun monde, comme on vous l'a dit, il n'y a aucun monde où il y a tout ça. Jamais Skelton aurait pris le risque de plonger sur le mec, jamais. Bon, Teddy Thomas, il est vraiment, pour le coup, après, je pense qu'il a fait ça dans l'intention de faire mal, genre par rapport à tout ce qui s'est passé avant, donc c'est pareil, il aurait jamais tenté de faire ça. Là, l'arbitrage, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, après, c'est pas la première fois contre nous qu'il fait quelques petites cagades. L'arbitre, on en avait parlé un peu en off. Mais ouais, non, c'est. Le principal fautif, vraiment pour moi, même si les joueurs ont leur part de responsabilité, c'est sûr, mais c'est l'arbitre, quoi. À quel moment déjà, quand tu regardes le ralenti, juste. En fait, il aimait trop se dédouaner des cartons rouges en disant ah bah non, le joueur se fait plaquer avant, donc du coup il tombe en avant et donc du coup carton jaune. Ah, mais les fameuses circonstances atténuantes, hein, mais ça pareil. Normalement, il y a l'intégrité physique du joueur qui rentre en ligne de compte. T'auras beau avoir des circonstances atténuantes, si le mec il a deux doigts de se faire déchausser la mâchoire, tu mets carton rouge. Enfin, c'est. Genre, c'est pareil. Le coup à l'épaule qu'il prend assez tôt dans le match, en première mi-temps, voilà, il est en train de tomber, oui, mais il prend une épaule pleine tête. C'est pareil, il y a débat en tout cas. Alors que oui, on revient à West, mais c'est rouge tous les jours. Il n'y a aucune circonstance. À West, il n'y a vraiment aucune circonstance. C'est les règles qui ont été changées pour faciliter justement la visibilité de l'arbitre et éventuellement changer les rouges en jaune, justement. Mais il y a une règle, il n'y a pas si lointaine que ça à l'époque. C'était, bon, quand je dis à l'époque, c'était à 5 ans, c'est tête rouge. Voilà, tête rouge, coup d'épaule, tête rouge. Et, il avait beau se faire plaquer avant, bon, il pouvait y avoir des circonstances exceptionnelles, mais sinon c'est tête rouge. Enfin, le Kramer, quand tu compares le gabarit de Kramer et le gabarit de West, West, je sais pas comment il fait pour se relever, quoi. Ouais, il y a des actions qui posent question, parce que même pareil, ce tennis, après le coup, l'épaule en pleine tête qu'il prend, il n'y a pas de protocole commotion derrière. Comment expliquer ça d'ailleurs aussi? Même les commentateurs Canal+ ne comprenaient pas. Alors, je sais, bon, personnellement, je suis pas fan des commentateurs Canal+, mais bref, au-delà de ça, ils avaient raison. Pourquoi il n'y a pas de protocole commotion? Sous prétexte que le protège-dents n'a pas bipé. Ouais, c'est ça. Enfin, maintenant, en fait, la technologie prend tellement de place
c'est comme pour le visionnage de la vidéo, quoi. C'est la technologie. On se repose tellement sur ça qu'on oublie le côté humain, j'ai l'impression, en fait. Ouais, Bon, c'est un débat qui pourrait être très long, mais c'est vrai. ouais, moi j'ai le sentiment qu'en plus, Monsieur Brousset a compensé plutôt que bah, sanctionner réellement en fait. C'est-à-dire que par moment, on avait l'impression que comme il avait mis un carton jaune avant, qui pouvait être d'ailleurs rouge, eh bah, juste après, il allait pas mettre un rouge en fait. Pour pas déséquilibrer la rencontre. Donc c'était plus, je trouvais qu'il compensait plutôt qu'autre chose. Ouais, Et c'est ce un qui est à mon sens très problématique. Donc ouais, des décisions franchement qui ont été très très litigieuses par moment et je comprends aussi les supporters clermontois par moment, voilà, enfin, en étant objectif et honnête. Voilà, l'arbitrage n'a pas été au niveau des deux côtés. Je pense que voilà, on est tous d'accord là-dessus. Il était au même niveau que le jeu proposé par les 2 équipes, c'est-à-dire, quasiment inexistant, quoi. On va pas se Ouais, ouais. mentir. Pareil, parce que certains diront sur l'essai de pénalité qu'on prend, bah, que Bergeron ne touche pas la balle. Bon, alors je l'ai revisionné, hein, cette action, j'ai vu le match en replay juste avant. Bon, pour moi, il la touche, il n'y a pas vraiment de doute, hein. Pour moi, c'est pénalité logique, en vrai de vrai, si Oui. on est objectif. Mais c'est vrai que après, par contre, sur le moment, je comprends que si on est au stade, et ben, on voit pas ça de la même manière, par contre. Mmh, mmh, C'est mmh, mmh. avec du recul, oui, j'ai revu le match en replay, donc j'ai vu ça, mais sur le moment, je comprends qu'on soit énervé, et cetera. Mais bon, c'est voilà, en direct, parfois ça va tellement vite, et cetera, que bon, c'est compliqué de juger. Donc voilà. Simon, t'as pas plus à rajouter dessus, je suppose, à ce Non, stade? non, franchement, non. Je pense qu'on est tous d'accord? Ouais. Ouais, de toute façon. Voilà. Beh, messieurs, on va maintenant se projeter, hein, puisqu'on joue samedi à Perpignan. Donc match, on sait qu'il va être compliqué face à la Furia catalane, la fameuse. Ça va être oui, complexe ce déplacement. Bah, déjà, sur la stratégie à adopter, est-ce qu'on doit faire tourner absolument avant la réception de Toulouse? Est-ce qu'on doit tenter d'aller grappiller des points là-bas ou pas? Non, honnêtement, non. C'est aller se casser la tête, les jambes, les dents, tout ce que tu veux là-bas. Toutes les équipes là-bas y vont à chaque fois, il y a des blessés, machin, ça tourne mal et tout. On envoie les poussins et Skelton, Antonio et tout, on les laisse digérer la dinde, le foie gras et tout, et puis on les met remplaçants contre Toulouse et on les garde au frais, surtout pour le Leinster. Voilà. Ah, parce que toi aussi, il faudrait les mettre sur le banc contre Toulouse, tu Ah ouais, penses? je suis pas trop d'accord avec ça, justement, moi. Moi Bah, non plus, bien sûr. pour Toulouse, faudrait une équipe ce que j'appelle une équipe hybride, c'est-à-dire un mixte titulaire indiscutable plus entre guillemets finisher, quoi. Voilà l'expression maintenant des remplaçants de luxe. Et pour revenir donc ouais, à Perpignan surtout, envoyer une équipe entre guillemets assez compétitive quand même. Je pense notamment à des mecs comme Astoy, Rust qui ont besoin de se relancer. Dulin aussi qu'on n'a pas beaucoup vu, puis qui a fait un match assez moyen sur cette dernière sortie. Ouais. Un match pour Pinverne, Paiva aussi qu'on a revu. Kuntelia aussi, idéal pour se relancer. Enfin, il y a quand même moyen quand même d'avoir une équipe compétitive. Je pense à des Haddad, à des Gégou aussi, qui a eu un temps de jeu assez réduit. Oui, après, pourquoi pas revoir peut-être Carbarlo qui était absent, qui était en repos. Donc ouais, voilà, voir les jeunes, Denis Voku par exemple. On peut revoir peut-être un Jack Noël, Favre qui peut aussi regagner du temps de jeu. Où il y a moyen d'aligner une bonne équipe, mais après, il faut pas trop espérer en termes de résultats, mais si on ramène un point de bonus défensif, moi je signe dès demain, c'est miracle de Noël, hein, voilà. Hein. Ça sera déjà très bien, Mm. ça c'est sûr. Ouais. Et toi, Paul, du coup, de ton côté, qu'est-ce que tu Je penses? suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Simon. Bon, là-bas, moi, j'ai aucune espérance. De toute façon, là, j'ai lu dans les journaux qu'ils reprendront l'entraînement que jeudi.
Déjà, le match est samedi. Oui. Ça en dit long sur l'état d'esprit que va adopter Ronaldo Gara pour ce match. Franchement, ça va être. Je pense pas qu'ils ont coché cette case-là. Oui, vas-y, Simon. Ouais, alors ça c'est pour toutes les équipes de top 14. Parce que même à Pau, ils reprennent l'entraînement jeudi. En fait, c'est des accords joueurs, LNR, etc. C'est pas le stade Rochelet, etc. Le staff Rochelet qui a mis les joueurs de repos. C'est en fait la période de Noël qui fait que toutes les équipes en fait doivent avoir donc des journées de repos là. Voilà, lundi, mardi, mercredi. Oui, Tu fais mais au pas de final, messe. sur le fond, ça change pas le truc que Ronaldo Gara, je ne pense pas qu'ils aient coché cette case dans leur calendrier. Ils ont plus coché effectivement les deux cases d'après, dont la centième et la Coupe d'Europe. Donc, Ouais. moi, je pense vraiment qu'il faut envoyer mettre dans la glace les gros, on va dire, et les premiums, et donner du temps de jeu, effectivement. Enfin, il y en a plein qui méritent du temps de jeu en vrai, et même, moi, peut-être un peu exagéré ce que je veux dire, mais j'ai envie de redonner de la confiance à Kaddouri, par exemple. Kaddouri qui a été vraiment très compliqué à Castres. C'est le genre de match où il peut rentrer en fin de match et prendre 2 minutes. Qui sait, hein, sur un malentendu, il gagne une pénalité en mêlée, on gagne d'un point grâce à une pénalité d'Astoy. Enfin, c'est le genre de match qui on connaît peut être très vicieux, et c'est plus pour l'expérience que pour le résultat qu'il faut aller là-bas, quoi. Je parle pour les jeunes. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec vous, messieurs. Envoyez les jeunes davantage déjà. Et puis après, comme tu disais, Simon, il y a des joueurs qui ont besoin de se relancer aussi, qui sont un peu en manque de temps de jeu. Notamment, ouais, je pense à Russ. Comme tu disais aussi, Paul Kaddouri, ça peut être intéressant de le relancer. Même Kuntelia, ça serait pas mal de le revoir. Danti aussi, pourquoi pas, qu'il enchaîne un petit peu. Parce qu'il n'a pas joué samedi. Voilà, je pense qu'on peut avoir ce qu'il faut. Enfin, en tout cas, une équipe suffisamment compétitive pour espérer peut-être décrocher, ouais, pourquoi pas un point de bonus défensif. Après, on sait que ça va être compliqué, hein, parce que là-bas, c'est comme quand on va à Castres ou dans des stades comme ça, c'est compliqué, hein, c'est toujours très dur à négocier. Mais moi, en tout cas, j'ai hâte de voir le caractère que va afficher l'équipe, en fait, surtout. Parce que moi, j'attends davantage de caractère de la part des jeunes, surtout. En fait, quand je vois. Alors, c'est pas forcément comparable, mais Toulouse, par exemple, quand on voit les jeunes, l'envie qu'ils ont et le niveau qu'ils affichent, je me dis, mais pourquoi nous, les jeunes, n'ont pas autant la dalle, entre guillemets, qu'eux par moment, quoi. Genre, justement, là, c'est l'occasion pour les jeunes de se montrer et de postuler aussi pour les matchs à venir potentiellement, et puis pour l'avenir, hein, tout court, hein, tout simplement. Donc, en tout cas, moi, j'en attends pas mal de la part des jeunes, et voilà, hâte de voir ce que ça va donner, même si j'ai pas beaucoup d'attentes et d'espérance là-dessus en termes de résultats. Je pense que ça va être très très compliqué. Et si vous deviez du coup donner un pronostic plus ou moins, messieurs, du coup vous diriez quoi? Défaite du stade, bonus défensif, pas bonus défensif? Comment vous envisagez un peu la rencontre? 4-0 pour Perpignan. Je rêve d'un bonus défensif, mais là, pour moi, la logique voudrait que ce serait une défaite sans bonus Rochelet, quoi. Et est-ce que bonus offensif pour Perpignan ou pas forcément? Non, je pense pas non plus quand même. Ah, Je pense pas. va falloir vraiment un craquage mental de La Rochelle pour que, Ouais, voilà. pour que Perpignan ait un bonus offensif. Mais j'ai envie de dire, ils l'ont déjà fait par le passé, hein, donc, mais je pense pas. Je pense pas non plus. Je pense que La Rochelle va jouer, à défaut de jouer une mi-temps, ils vont jouer 20 minutes et ce sera suffisant pour contenir les assauts perpignanais. Je pense que même si on envoie des jeunes, on va pas perdre notre ADN de défense. On va quand même être assez solide en défense. Donc, non, 4-0. 4 points pour Perpignan, 0 pour La Rochelle. Ça me semble être le plus probable. C'est ce que je parierais en tout cas si je devais parier. Mais moi je suis d'accord avec toi, Paul. Après, La Rochelle, on sait qu'on est capable du pire comme du meilleur, donc je me dis pourquoi pas. Est-ce qu'on peut peut-être voir un beau visage potentiellement et Un peu à l'image de Castres, quoi. Bon cadeau, hein. Et ouais, je me dis pourquoi pas un petit cadeau de fin d'année, ça pourrait être cool. Mais surtout pour la confiance, pour les jeunes et tout, ramener 4 points de Perpignan, ça serait waouh. Ou même Franchement, un point pour moi déjà, ça sera alors peut-être ouais. pas synonyme de victoire, mais pas loin quoi. Franchement, ça serait pas mal quoi. Ouais, non. Donc voilà, écoutez messieurs, en tout cas,
Ce débrief touche déjà à sa fin, c'est si rapide. Bah, en tout cas, je vous remercie de m'avoir accompagné, Paul et Simon. C'était un plaisir, comme d'habitude, Comme de pouvoir d'habitude. débriefer de tout ça. Et puis, Pareil. je vous remercie, vous, chers téléspectateurs, j'ai envie de dire, de nous accompagner depuis le début. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne parce qu'il y a des contenus qui arrivent très prochainement et ça va être du très très lourd. Voilà, on vous en dit pas plus. Mais abonnez-vous pour ne rien manquer. Voilà, vous mettez la cloche, pareil, un petit like, on n'hésite pas. Ça fait toujours plaisir pour le soutien et puis pour le référencement aussi, ça aide. Donc voilà, un grand merci en tout cas de nous suivre depuis le début. Et puis voilà, n'hésitez pas. Pareil, vous avez nos réseaux sociaux dans la description et notre site web aussi, bien évidemment, hein. C'est là où on publie un article par jour de manière générale. Voilà, on lâche pas le rythme. Donc on attend vos retours. Surtout, n'hésitez pas. Voilà, nous donner vos avis. Ce que vous avez pensé aussi du débrief, du match, peu importe, on en discute. Exactement. Et voilà, c'est fait pour ça, donc voilà, n'hésitez pas. Et même sur les réseaux sociaux, que ce soit sur X, sur Instagram, vous pouvez commenter et on sera là pour répondre avec grand plaisir. Donc voilà, Simon, bah, je te laisse le mot de la fin, tiens, si t'as un mot de la fin, puisque t'as pas beaucoup parlé. Non, bah écoutez, merci d'être là en tout cas. On va clôturer une bonne première partie de saison. Je pense pas que on aurait rêvé mieux, franchement, comme début de carrière entre guillemets, hein. On fait ça sur notre temps libre et puis franchement, on a franchement une très bonne équipe, très belle team. Donc franchement, voilà, bah merci les gars d'être là. Merci aussi à Étienne, Mathieu, Thomas Voilà. aussi. Donc, Go, donc go, voilà, go. toute l'équipe. Et puis, bah, on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Il y aura quand même un petit débrief de Perpignan. Donc, c'est pas le dernier live normalement. Donc, ce n'est peut-être pas le dernier live de 2024. Voilà. Peut-être pas, c'est vrai, il y aura quand même le débrief Mm. normalement, si tout va bien. Ouais. Mais oui, en attendant, surtout profitez de vos proches, faites attention à vous, parce que c'est très important aussi les moments en famille, on n'oublie pas. Et puis voilà, on vous souhaite une très belle semaine, et puis de bonnes fêtes encore une fois. Voilà, allez, ciao ciao, bonne Allez, soirée. Ciao, ciao, ciao. salut, Bonne bonne soirée. soirée.